Jackson, mal fait ma fille à marcher. On n'a qu'à imaginer que la vie est magique. Oui, elle l'est, non? On a qu'à... Oui, moi je pense qu'il faut imaginer comme ça, quoi. Est-ce qu'il faut juste l'imaginer? Bah, disons que beaucoup de choses viennent quand même de l'imagination humaine. Donc, si la vie est magique, on peut... Voilà, des fois on la vit pas comme ça, mais dans l'imagination, tout est possible. C'est l'imagination qui nous manque, surtout sur notre belle île encore inexplorée, c'est bon moi. Donc il manque pas mal d'imagination, donc c'est pour ça moi le monde imaginaire c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Est-ce qu'on peut différencier l'homme de l'artiste? C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Oui, c'est vrai, dans une discussion. Est-ce qu'on peut différencier l'homme de l'artiste? Moi je pense que c'est difficile quand même, mais comme je te disais, les écrivains par exemple dans leurs livres, ils peuvent commettre des crimes atroces et être des gens totalement sains dans la vie. Donc, mais en lisant leurs livres, on voit un peu leurs pensées. Donc du coup, je suis pas sûr que c'est totalement faisable de différencier l'homme de l'artiste. Et des fois, on se sert même, certains hommes mauvais se servent même de l'art pour commettre des crimes. Donc du coup, je suis pas sûr que moi ce soit tout à fait possible. Mais on peut prendre de la distance. Penser, c'est prendre de la distance. Donc on peut penser une œuvre, prendre de la distance avec l'œuvre et même avec l'artiste, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait possible. Derrière une œuvre se cache un humain, se cache l'âme, se cache l'esprit de celui qui réalise l'œuvre. L'artiste et l'homme sont jumeaux? Oui, l'artiste peut créer un alter ego. Un alter ego. Moi, je m'appelle Jackson Télémac, c'est mon nom qu'on m'a donné. Mais après, si je veux, moi, j'ai comme pseudonyme le guerrier de l'imaginaire, parce que justement, je pense que pour se défendre face à ce monde agressif, qui n'a pas toujours été, hein. Moi, j'imagine pas que l'homme est mauvais en soi. Je pense où le racisme, ça vient pas de nulle part, c'est une construction. Donc, moi, je me suis dit, bon, en fait, si je dois me battre, vaut mieux que ce soit dans l'imaginaire, quoi. Et donc, du coup, je m'appelle le guerrier de l'imaginaire parce que je trouve que ce monde-là dans lequel on vit, on a besoin d'autres idées, d'autres approches, et c'est dans l'imaginaire qu'on va trouver ça. Voilà. Et ça a de l'impact? Sur moi, et sur les gens avec qui je peux discuter parfois, mais la musique c'est un bon vecteur, et la poésie aussi c'est un bon vecteur pour essayer de toucher les gens et leur faire partager des idées. Il y a une idée qui est dans l'air, mais qui vient bien sûr de chez nous, de notre île magique, et c'est l'idée d'humanocratie par exemple. C'est-à-dire que moi j'ai imaginé, moi je pense qu'on est plein à l'imaginer aussi, c'est comme un enterrement, on porte le cercueil de cette idée démocratique comme on nous le vend.
parce que cette idée démocratique qu'on va imposer au monde entier ne correspond pas à tout le monde, et les gens, les valeurs démocratiques sont et c'est attaqué de partout en ce moment. Et donc du coup, il faudrait que la démocratie se remette en cause, et puis fasse son deuil, mais il faut la remplacer par autre chose. Donc l'idée d'humanocratie, c'est des poètes haïtiens l'expriment très bien, c'est-à-dire que dans un monde connecté, il n'y a aucune raison que quelqu'un a 10 pains à manger et que la personne la plus pauvre n'ait aucun pain. Donc l'idée d'humanocratie, c'est de s'assurer que partout sur la planète, s'il y a quelqu'un qui a 10 pains, on doit s'assurer que la personne la plus pauvre ait au moins un pain à manger. Sinon, la révolte est nécessaire. Je pense qu'on va en arriver là, hein, non mais la révolte est nécessaire parce qu'on ne peut pas considérer l'idée, c'est parce que c'est la démocratie. Moi, j'ai 100 millions, non, j'ai 100 000 femmes, je peux aller partout sur la planète avec mon argent, aller même pourrir l'esprit des gens, et que les autres, comme chez nous par exemple, sont pieds nus, n'ont rien à manger avec des seaux d'eau sur la tête. Enfin, on a zombifié une partie de l'espèce humaine, donc les guerriers de l'imaginaire ont pour mission de dézombifier ce truc-là avec la pensée. Voilà. Alors, le guerrier de l'imaginaire, est-ce qu'il s'est rendu compte aussi, ou bien est-ce qu'il ne se dit pas que ces gens zombifiés dans ce coin de terre, dans plein de coins de terre, est-ce qu'ils n'auront pas participé à cette zombification? Bien sûr, c'est souvent c'est la tête qui est malade. Donc les guerriers de l'imaginaire, il y en a plein qui sont passés. Chez nous, il y a plein de poètes, il y a plein de penseurs. Moi, je pense que derrière chaque haïtien, des fois c'est dommage, se cache un poète. Et donc, pour moi, le peuple haïtien lui-même, ce sont des guerriers de l'imaginaire, mais qu'on ignore. Voilà. C'est parce qu'on les ignore, c'est parce qu'on les a pas écoutés. L'idée même d'Haïti, pour moi, Haïti a 2 ans, parce que l'idée haïtienne s'est arrêtée en 1806. Et donc, du coup, cette idée-là a été justement récupérée par d'autres, des guerriers de l'imaginaire qui sont contre le peuple haïtien. Moi, c'est mon avis. Et donc, du coup, depuis plus de 2 siècles, on vit dans une fausse idée de nous-mêmes. Donc, du coup, nos guerriers de l'imaginaire, il y en a qui étaient contre cette idée qu'on a fait d'Haïti. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés. Il y en a beaucoup. Donc, moi, comme on parlait de magie de la vie, moi j'ai l'impression que les âmes peuvent voyager et se déposer dans d'autres corps. Et donc tous ces guerriers qui sont passés, Jacques-Stéphane Alexis, on parlait de Jean-Claude Charles et Pléthore, Magloire Saint-Aude et tout ça, moi je pense que leurs âmes rôdent sur l'île. Justement, c'est pour ça qu'il y a cette force de résilience, cette force aussi qu'on n'en peut plus, nous bouquer, nous pas capables encore. Comme disait le pape en 83 quand il était venu en Haïti, moi je me souviens, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que le peuple haïtien quand même croyant, il n'a pas le choix. Et donc, le pape Jean-Paul II, il avait dit, faut que ça change. Avec son accent polonais. Et parce que Haïti ça a été écouté, il a été reçu. Moi je le vois de manière presque un peu ésotérique, il a été reçu comme ça en Haïti, parce que il y a un lien entre Haïti et la Pologne. Voilà. Et donc, d'un seul coup, je pense que la révolte de 86, c'est parce que le pape est arrivé en Haïti en 83 et a dit « faut que ça change ». Et donc là, on arrive plus ou moins au même point. C'est-à-dire que depuis 86, on nous a vendu une idée démocratique. On voit l'état du pays, c'est un pays aussi magnifique, quoi. Donc, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous, d'ici, de l'autre côté de l'eau, moi je vois ce pays, c'est un pays rêvé. Pour moi, c'est Haïti, c'est le Tibet. Ouais. Voilà, pour moi, c'est la colère des esprits qui sont en Haïti, c'est parce qu'ils ne sont pas considérés comme le Tibet. On devrait considérer cette île comme une île magique dans laquelle il y a des plantes médicinales, il y a des gens qui ne savent peut-être pas lire nos livres, mais qui ont des connaissances infinies. Donc, du coup, on devrait commencer à voir ça. Et je pense que les gens en Haïti, c'est ce qu'ils réclament, et que les penseurs, les gens qui écrivent des livres, les Haïtiens, qui ont la chance d'être écoutés, je pense qu'ils devraient plus parler du merveilleux haïtien, au lieu de parler de la misère, par exemple, haïtienne, parce que la misère fait vendre, c'est comme l'angoisse, comme le sexe. On est ostracisé pour ce qu'on est.
Parce que moi j'ai été en Guadeloupe, en Martinique, dans des pays où il y a des communautés haïtiennes, pourtant c'est des noirs comme nous, même à Cuba, mais on est vu de manière différente. Il y a cette espèce de truc, on n'est pas traité comme les autres. Et si on arrêtait d'attendre que les autres nous traitent comme on devrait être traité? Bah oui, mais je suis d'accord avec toi dans un sens, mais c'est-à-dire que la messe a été dite, il y a l'histoire, il y a eu combat, tu vois, il y a eu un combat, tu vois. Et Haïti, devant les astres, devant l'histoire, on s'est révolté contre une oppression, voilà, on a invoqué des forces et c'est tout à fait normal. Tu sais, on ne peut pas renoncer à l'histoire, si on renonce à l'histoire, les Français bientôt ils vont plus fêter le 14 juillet. Tu vois. Quand on nous dit de renoncer à ce qu'on est, bah, c'est pas possible. Puis dans ce cas-là, arrêtez de fêter l'armistice, le 14 juillet, le 4 juillet, le jour de ma naissance, mais c'est aussi la fête américaine. Et donc, d'un seul coup, moi je vois toujours ça par rapport à un espèce de truc. On voit d'abord le monde, après on voit son pays, après on voit notre environnement proche, et après on se voit soi-même. Voilà. Et moi, je vois ça, et c'est normal que les Haïtiens, ils attendent que le monde reconnaisse ce qu'ils ont fait pour l'humanité. Et c'est tout à fait logique. Alors, entre l'attendre maintenant et Et faire en sorte... aller le prendre même, le réclamer. C'est pour ça que moi, je suis très étonné que les Haïtiens soient aussi nombreux. C'est un signe. C'est un signe qu'on soit là pour être témoin. Nous, t'es là. nous t'es là. Non, mais tu vois, enfin, ça fait 2 siècles. Normalement, ils auraient dû, avec tous les trucs d'église, tous ces machins, on aurait dû disparaître. Notre pensée aurait dû disparaître. Mais pourtant, tu nous retrouves à la Nouvelle-Orléans, tu nous retrouves ici à Saint-Denis, tu nous retrouves au Canada, tu nous retrouves... Et il y a cette espèce de truc qui reste. Ben, c'est pour dire que, devant l'histoire, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le jugement de l'histoire, eh ben, moi, je dis haïtiens, les frères et sœurs haïtiens, on va rentrer dans le temple la tête haute parce que nous, t'es là. Parce que nous, on a fait l'effort de combattre. On a combattu, on a gagné par la justice, voilà, par les armes, par la poésie. Et donc, d'un seul coup, oui, on attend que le monde reconnaisse ça pour pouvoir avancer. C'est ça l'humanocratie. C'est-à-dire votre truc, le système comme il est en place, là, il ne correspond ni aux nègres ni aux femmes. Voilà. Est-ce que justement l'existence même d'Haïti, ce n'est pas par la présence, le travail de tous les artistes que tu représentes actuellement pour moi, parce que je te parle à toi, et dans tous ces coins que tu viens de citer? Bah oui, mais moi je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Moi j'avais vu, à un moment donné, je m'étais intéressé à la musique de Hazor. Et moi je l'ai vu faire un concert, j'avais cherché des documentaires sur lui, j'ai vu faire des trucs au Japon, mais c'est incroyable, le nom d'Haïti a résonné au Japon, et c'est comme des codes d'île en île, parce que le Japon aussi c'est une île. Donc ils ont tout de suite compris, eux ils n'ont pas cette espèce de condescendance sur Haïti que les Blancs américains ou les Français peuvent avoir. Ils y voient la chose qu'il y a derrière, parce que eux, ils ont quelque chose de plus ancestral. Ils ont gardé certaines traditions. Au Japon, il y a le